Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite au Grand Prix qui s'est déroulé en Autriche le week-end dernier. Et on va commencer par aborder les notes de qualification et du sprint dans cette vidéo. Bon, pour pas perdre la main, j'ai fait une note sur 10 que je vais diviser par 2, histoire d'avoir une note sur 10 globale, puisque de toute façon ça détermine la grille de position pour la course du dimanche. Au moins, je ne perds pas la main par rapport au Grand Prix habituel. Et d'ailleurs, merci pour cette idée que vous m'avez transmise lors du premier sprint. Bon, en l'occurrence, vous l'aurez compris, si on se met dans les notations, on ne notera pas Norris qui a eu un problème mécanique avec son moteur lors de la Q2, qui ne pouvait tout simplement pas faire de temps. Ça rappelle un petit peu le problème mécanique d'Ocon à Silverstone au niveau du moteur. Bref, apparemment, les pièces génériques galèrent un petit peu. On ne notera pas également Alonso, qui n'a pas du tout pris part au sprint, et Vettel, qui a eu un accrochage malheureux, on va dire, même si on pourrait le noter de manière un peu moyenne. Au final, si c'est pour lui mettre une note moyenne, non, je préférais ne pas le noter. Ça sert pas à grand chose. Alors on va commencer par le bas. Je rappelle pour ceux qui découvrent ma chaîne, la notation basique, donc je fais une note sur 10 habituellement pour les qualifications et une note sur 10 pour la course. En mettant, on va dire, un 8 sur 10, c'est la note globale quand un pilote a fait le taf. C'est-à-dire qu'on ne demande pas grand chose à un pilote, il fait sa course tête baissée. Et puis, s'il y a des dépassements à faire, dans ce cas-là, on va monter un peu la note, 8,5, 9, s'il y a beaucoup de dépassements, s'il a besoin de défendre sa position, etc. 9,5, 10, la course mythique, incroyable, le pilote a fait des trucs de fou. Bref, vous aurez compris. Mais tout ce qu'on attend d'un pilote, c'est faire son job, donc pour obtenir un 8 sur 10, qui est un 16 sur 20, ou un 80 sur 100, c'est très bon, hein. On va pas se le cacher, de toute façon, dans mon classement, au-dessus de 14, c'est très bon, voilà. Donc ça vous donne une petite idée. Maintenant, concernant Alonso, je lui ai mis un 6 sur 10. Donc ici, je marque 3 pour pas que vous soyez perdus, puisque je ramène la note sur 5. On ne le notera pas pour le sprint. Alors pourquoi Alonso n'a pas fait le job en qualification, à savoir qu'il a pris la 8e position, sachant qu'il a pris la position d'Hamilton, qui n'a pas pu faire de très bon temps sur son premier essai. Il a fait deuxième tour de chauffe, donc une 13. Donc forcément, Alonso, après que Hamilton se soit craché, a facilement pu prendre cette 8e position. Ce qui bloque par rapport à Esteban Ocon, ce sont pas franchement les 4 dixièmes, c'est surtout que Alonso a voulu être trop agressif et a pris trop d'angles sur le premier virage, est passé par-dessus la saucisse et a endommagé son fond plat. Donc il avait une petite perte, même si c'est minime, même si c'est 1 dixième de son faux plat, il avait une perte sur son fond plat en termes de performance. Donc c'est sûr qu'endommager sa monoplace soi-même, ça va pas aider pour les qualifications. Donc non, Fernando Alonso n'a pas fait le job, il a endommagé sa voiture, et ça n'aide pas pour être le plus performant possible en qualification. Cela dit, il va quand même en Q3, il est quand même 8ème sur la grille, parce que sa monoplace peut se le permettre, donc ça reste au-dessus de la moyenne pour moi, un 6 sur 10. Concernant Vettel, eh ben aujourd'hui Vettel c'est la lanterne rouge. Hein. Vettel c'est dernier derrière Latifi, avec une Aston Martin qui a un plutôt très très bon rythme de course par rapport à leur rythme de qualification. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Mais en tout cas, voilà, finir derrière Latifi qui n'a toujours pas les améliorations de Williams parce que c'est encore Albon qui les a. Vous savez que la lanterne rouge c'est un 2 sur 10, donc un 1 sur 5. Latifi, bah c'est pareil. Le pauvre, il fait ce qu'il peut avec sa voiture. Elle a toujours pas évolué depuis le début de la saison. Donc une 7.03, on est seulement à 1 dixième de Guan Yu Zhou, qui n'est pas non plus super performant. Par contre, si on compare à son coéquipier, une 0.65, donc on a 5 dixièmes avec le vieux package. C'est pas si mauvais que ça, mais en même temps, bah, ça reste toujours absolument trop faible. Donc je lui ai mis un 3,5 sur 10, ce qui nous correspond à 1,75. Voilà. Pour Tsunoda, alors Tsunoda... Tac. Tsunoda qui arrivait en Q2, 14e, 1.06 463 par rapport à Pierre Gasly, 1.06 589, donc c'est plutôt cool, il a réussi à améliorer, et au deuxième passage, eh ben, il n'a pas réussi à améliorer son temps de Q2, il a même fait un temps plus lent, ça ne pardonne pas, ce qui lui permet de prendre seulement la 14e position, en étant loin de son coéquipier,
Mais en même temps, il passe en Q2 avec l'AlphaTauri, donc je lui ai mis la moyenne. Je lui ai mis un 5 sur 10, et voilà, il a fait ce qu'il a pu, on va dire ça comme ça, mais c'est pas performant. Voilà, donc ça nous donne un 2,5 sur 5. Albon, donc Albon qui prend la 11e position en qualification juste derrière Pierre Gasly, ça fait plaisir si la Williams est vraiment performante comme ça. Donc devant Gasly en Q1, derrière Gasly en Q2, moins de tours pour la Williams, donc à voir, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire plus de tours également les prochaines fois pour tenter de se qualifier. Donc globalement c'est une très bonne performance. Faut savoir que le nouveau package Williams a l'air d'être assez performant déjà pour venir directement titiller les Alfa Romeo qui se qualifient mal ou les Alfa Tauri même directement, donc c'est quand même un énorme pas en avant, surtout pour prendre l'ascendant sur les Aston Martin, et ça c'est pas rien. Donc Albon, je trouve qu'il a fait le taf, c'est-à-dire qu'il se met 11ème avec sa Williams, je lui ai mis un 8 sur 10, donc un 4 sur 5. Gasly, pareil, même combat, je lui ai mis un 8 sur 10, il a fait le taf. Quand on regarde, il est devant son coéquipier Tsunoda, il est 11ème. Il était 11ème sur la grille de départ pour le sprint initialement, parce que Perez lui a piqué sa place en Q3. Donc ça, c'est abusé de la part des commissaires de mettre autant de temps pour annuler un tour, c'est incroyable. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on passe tout de suite à autre chose quand ça concerne certains pilotes, ou qu'on essaye de ne pas voir. Mais le fait que Perez aille en Q3, ça veut dire que Gasly n'y va pas. Ça, tout le monde l'a compris. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que Hamilton, il s'est craché, en fait. Donc, dans la course sprint, Pierre Gasly, il part 10ème, parce que finalement, on a rétrogradé Sergio Perez à la 13e position initiale. Mais faut être honnête, si Gasly avait été en Q3 à la place de Perez, il serait devant Hamilton pour le sprint. Et quand on sait le résultat du sprint où il s'est accroché avec Hamilton en prenant un meilleur départ, je trouve ça dommage. Parce qu'honnêtement, c'est la faute des commissaires, c'est la faute de la FIA. Gasly doit aller en Q3 à la place de Perez. Vu qu'Hamilton se crache, Gasly sera forcément, vous voyez, une 13,151. Gasly sera forcément, même s'il fait une 0,8, on s'en fout, même s'il fait un mauvais tour, il était censé partir 9ème du sprint et ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, il a fait le job, mais il s'est carrément fait rouler par les commissaires et ça, c'est pas normal. Guan Yu Zhou qui fait 18ème, alors ça pique un peu, 18ème quand on voit que Bottas est 12ème, 1,06 402, on a 5 dixièmes d'écart. J'aime Guan Yu Zhou, j'aime bien ce qu'il est capable de montrer, faut pas oublier que c'est un rookie dans sa première saison, mais on est quand même sur un bon problème d'irrégularité. Qu'on soit rookie ou pas. En fait, parfois, il arrive sur des nouveaux circuits et il est performant. Parfois, il fait sur des circuits parce que ça, c'est un circuit de F3 et de F2. Ou que de F2, je suis sûr, F3, je sais plus, mais je crois qu'aussi. Et what? Je veux dire, Red Bull Ring, ils l'ont roulé, quoi, quand ils étaient plus jeunes. Donc, c'est un circuit qu'il connaît et d'un seul coup, il est pas performant. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu bizarre. Donc parfois, il arrive à tout aligner, être plus rapide que Bottas, avoir un super rythme de course, etc. Et là, il aligne toujours un plus ou moins bon rythme de course. Et on va le revoir encore une fois dans la course, on en parlera dans la prochaine vidéo pour sa notation de la course. Il a un bon rythme, clairement, mais ça reste un peu dans l'irrégularité. Donc, c'est encore sur du délire de rookie. Donc, ouais... Je lui ai mis un 3, je suis désolé, mais c'est quand même peu performant, loin du coéquipier en termes de temps aussi. L'Alfa Romeo est meilleur que ça, en plus, ça fait du mal de tomber dans le fond du panier et être éliminé en Q1, ce qui fait un 1,5. Je veux pas être gentil tout le temps non plus avec Guan Yu Zhou. Stroll éliminé en Q1 aussi devant Guan Yu Zhou avec un meilleur temps. Il a battu Vettel en qualification, du coup pour le coup. Je lui ai mis un 4, c'est au-dessus de Guan Yu Zhou. Ça reste un 2, il y a moyen de faire mieux avec cette Aston Martin. À chaque fois, les pilotes, ils gèrent pas bien leur qualification. Quand je regarde les on-board, ça sort au mauvais moment. Les virages, ça prend pas les apex. Tu sens que le pilotage, il n'est pas encore à 100% dans cette voiture. Ils sont peut-être pas à l'aise, mais il y a mieux à en tirer, clairement. Daniel Ricciardo, qui, lui, est éliminé en Q1. Ça pique un peu, sachant que son coéquipier lui a mis 3 dixièmes.
Ça fait mal en termes de différence. Alors c'est sûr qu'en termes de position, là, ça vous dit, bon, bah, c'est une place derrière, mais faut pas oublier que Lando Norris, derrière en Q2, c'est le problème mécanique, 1,25. Donc voilà, il y avait sûrement mieux à aller chercher, parce qu'on peut voir que 1,063 de la part de Norris, c'est déjà devant Tsunoda, c'est devant Valtteri Bottas, c'est devant Alexander Albon, c'est devant Pierre Gasly, rien qu'avec son temps de Q1. Donc ça l'amenait, c'est même devant Mick Schumacher, c'est devant Kevin Magnussen. Donc voilà, même devant Ocon. Donc il y avait grave moyen avec ce 1.063 de se dire que Lando Norris pouvait aller en Q3. Et du coup, la comparaison du 1.066 de Daniel Ricciardo, c'est que ça fait déjà très très mal en fait. C'est que, ouais, t'as dit... Faut pas se fixer l'impression en mode, mais non, mais Daniel Ricciardo était juste derrière son coéquipier. Non, il était pas juste derrière son coéquipier, il était super loin. Hein, en Q1, c'est loin, quoi. Et comme je vous ai dit, c'est un temps potentiellement de Lando Norris qui pouvait aller en Q3, qui n'y va pas pour problème mécanique qu'on ne va pas noter. Mais voilà, Daniel Ricciardo avec sa McLaren, pour moi, c'est du 3,5 sur 10, donc 1,75. Non, ça ne va pas du tout. Honnêtement, je ne comprends pas personnellement. Je comprends que ce Daniel Ricciardo, c'est bien, mais le prix qu'il le paye, je veux dire, ça doit être, je crois, le quatrième plus gros salaire de la Formule 1, derrière Hamilton, Schumacher, derrière Hamilton, Verstappen et je crois Vettel. Je crois que Daniel Ricciardo a le quatrième plus gros salaire. Bah, il le rentabilise pas. Et en plus de ça, on va être honnête, hein, l'année dernière, McLaren peut largement être troisième au classement constructeur et avoir plus de pépettes, plus de sous. Bon, ben Ricciardo, il fait pas assez de points. C'est à cause de ça. Il y avait un peu Norris qui bataillait sur deux pilotes Ferrari. Donc McLaren, l'année dernière, non seulement il paye une fortune Ricciardo, et en plus Ricciardo leur fait pas gagner de thunes. Et cette année, on va être honnête, si McLaren n'est pas quatrième au constructeur, alors que la McLaren est plus rapide que l'Alpine. Donc on arrive seulement maintenant depuis le Grand Prix de Silverstone avec les dernières améliorations d'Alpine. Ça y est, Alpine est enfin au niveau de McLaren. Donc là, en fait, les quatre pilotes, Ocon, Alonso, Norris et Ricciardo, sont vraiment dans un duel. Donc ils ont le même rythme de course, le même rythme en qualif. Seulement, bah voilà, problème, on a bien vu hein, le rythme de Norris, si je vous le réaffiche, 1.063, il n'y a pas de problème. Si on regarde 1.060 de Fernando Alonso, 1.064 d'Esteban Ocon, qui était un peu plus lent en Q1, ouais, ils peuvent lutter ici dans ce groupe, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour moi, McLaren va également perdre la quatrième place au classement constructeur à cause de Ricciardo. Je ne comprends pas pourquoi on lui pardonne autant. Je veux dire, Ocon, il a été une saison en dehors de la Formule 1. Il est revenu face à Prime Daniel Ricciardo, qui était genre au sommet chez Renault. Ocon, il a fait une demi-saison raccourcie à base de Covid, etc., où c'était le bordel sans nom. En une demi-saison, il était revenu à peu près au rythme très très proche des qualifications de Ricciardo. Et en fin de saison, il a même battu Ricciardo en qualification au tout dernier Grand Prix. Et il avait un rythme de course qui était pas si loin en... Voilà, mais en genre une demi-saison, on pourrait dire, une saison hyper raccourcie, ça lui a suffi pour être au niveau. Là, on est quand même sur une saison et demie où Daniel Ricciardo se dit bah, j'arrive pas à m'adapter à la monoplace. Ok, pour l'année dernière, je veux bien, mais cette année, on a une nouvelle monoplace auquel il a participé au développement, et on est toujours sur bah, la monoplace, j'arrive pas à la gérer. Ouais, ça fait beaucoup quand même pour un pilote que tu payes autant. Je comprendrais s'il le paye 3 millions, mais là, si on le paye 20 millions, c'est pas la même chose. Donc ouais, Ricciardo, je sais pas ce qu'il fait cette année. Je comprends qu'ils mettent toute sa volonté, qu'ils disent ouais, je veux rester à McLaren jusqu'à 2023, la fin de mon contrat, mais mec, je serais McLaren, je te virais pour perte de performance, quoi. C'est pas possible de payer autant, quoi. Le pognon qui coûte. Bottas qui va juste derrière à Pierre Gasly, Alexander Albon, avec une Alfa Romeo. Il y avait moyen de faire mieux, on voit qu'en Q1 il était déjà un peu plus rapide que les deux qui sont devant lui, et finalement bah, il améliore pas des masses en Q2, c'est un petit peu dommage. Donc pour moi il a pas fait le job, il aurait dû être devant Albon et Gasly, donc je lui ai mis un 7, il est quand même dans le peloton avec eux, mais pas la bonne position. Mick Schumacher, alors Mick Schumacher je lui ai mis, alors il est 7ème derrière Kevin Magnussen, un peu plus lent en Q1, un peu plus lent en Q2,
et un peu plus lent en Q3. Donc sur toutes les sessions, il a été un peu plus lent que son coéquipier. Néanmoins, il arrive à amener sa monoplace à la 7e position, profitant de l'erreur de Fernando Alonso, du crash de Hamilton et du fait qu'on rétrograde Perez. Donc bah, pour moi, il a fait le job d'amener la Haas en Q3, donc c'est un 8,5. Et pour Magnussen, un 9, du coup, puisqu'il a été plus rapide que son coéquipier toute la séance de qualification. Oui, j'ai dit qu'il fallait que je le divise par 2, excusez-moi, donc 3,5. Là, on est sur du 4,25 et 4,5. Voilà. Hamilton, vous savez, les gens qui se crachent, ça coûte de l'argent, on est dans un budget capé, c'est un 1. 1 sur 10. Et la même pour Russell. Mais comme Russell avait fait un meilleur premier temps qui le qualifie quand même à la 4e position et qui du coup diminue le problème, et ben je lui mets un 2, parce qu'il donne un 1. Donc voilà, 1 sur 10 pour Hamilton avec son crash qui lui donne la 9e position parce qu'il n'a pas sécurisé un premier bon tour. 2 sur 10 pour Russell. Ok, peut-être qu'il aurait pas pu avoir mieux que 4, mais te crasher, c'est une erreur de pilote. Je veux dire, si tu ne mets pas une mauvaise note à un moment où le pilote se crache, à quel moment tu mets des mauvaises notes? Donc voilà. Ocon, 9,5. 9,5, ben écoute, le mec prend la 5e position. En gros, il a pris... Oui, 9,5, pardon, ça fait 4,75. Donc devant Magnussen, il a pris tout simplement la pole position du midfield, comme on dit, de toutes les écuries du milieu de tableau, parce qu'il faut savoir que les 6 premières positions, elles sont bloquées. Hein. Logiquement, c'est de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes, on n'en parle plus, tu peux pas toucher les 6 premières positions. Donc P7, c'est déjà avoir la pole position, sachant que le midfield, le milieu de tableau, on parle quand même de Alpine McLaren qui serait légèrement devant ce petit peloton. On aurait juste derrière Alfa Romeo, AlphaTauri, et maintenant la Williams d'Albon qui a reçu les améliorations. Et encore légèrement en dessous, l'Aston Martin de ce peloton. En qualif, je parle. Donc honnêtement, c'est super serré. Je crois qu'il avait été donné, il y avait 5 écuries qui étaient dans le même 10e. Avec du coup, comme je vous l'ai dit, Alpine, McLaren, cumulé comme ça, coude à coude. Je crois que c'est même McLaren, une fraction de seconde devant Alpine. Alfa Romeo, AlphaTauri et la nouvelle Williams évoluée. C'est impressionnant. Hein. Donc, être le meilleur, avoir la pole position là, c'est impressionnant. 9,5 sur 10. Pérez. Bah, Pérez, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Là, c'est pas... C'est pas bon, quoi. Temps supprimé en Q1, je crois. Temps supprimé en Q2. Il refait un temps de Q2, qu'il le met en Q3, et finalement, bah, son temps est également supprimé. Donc c'est pas terrible du tout, hein, quand même d'avoir autant de temps supprimé, puisque bah, au final, il va en Q3, il se place bien, et on le rétrograde, ce qui coûte une place à Pierre Gasly d'ailleurs pour le sprint. Donc pour moi, ça vaut pas la moyenne. Je lui ai mis un 4, tout simplement. 13e position, il est quand même en Q2, c'est pas non plus être éliminé en Q1. Mais voilà, donc un 2 sur 5, ça reste pas bon. Saints, bah écoutez, que dire? Que dire pour cette Q3? Une 0,4 984, une 0,5 013, une 0,5 066. Donc on a 3 pilotes enfin dans le même 10e, ce qui est hyper impressionnant. Donc c'est Saints qui se retrouve malgré tout bah, le moins bon des 3, 8,5, 9 pour Leclerc et 9,5 pour Verstappen et la pole position finalement. Un peu comme Ocon, hein. Ocon a la pole position du milieu de tableau, Verstappen a la pole position des 6 premiers pilotes. Bon, même si c'est plus dur d'aller... Quoique les Mercedes, elles ont le challenge, hein. On a vu Hamilton aller chercher de la P1. En qualification, la Mercedes a l'air d'être assez violente, et à mon avis, il faudra s'y attendre aussi au Grand Prix de France. Passons maintenant au sprint. Alors, le sprint de Latifi, aïe, 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 aïe. Je comprends qu'il n'ait pas les évolutions, etc., mais c'est loin quand même, c'est très loin. Je veux dire, les 14 secondes derrière Yuki Tsunoda qui n'avait pas de rythme. Donc c'est chaud. Soit t'es mauvais, soit, je sais pas, quoi, c'est un petit peu compliqué. Si Tsunoda déclare qu'il avait pas de rythme en sprint et que toi t'es 14 secondes derrière, c'est que genre... nulle part, quoi, nulle part. Je lui ai mis un 2 sur 10 pour le sprint, donc un 1 sur 5. Mais bien sûr, on ne notera pas Vettel qui a eu l'accrochage avec Albon.
Mais on peut en parler. Honnêtement, je trouve Vettel décevant, c'est pas le bon mot. À côté de la plaque, peut-être. Pas concentré. Ouais, c'est bizarre à dire, mais je pense qu'il a la tête trop ailleurs. Je saurais pas vous dire pourquoi. Vettel, il a toujours cette incroyable vitesse. Tu regardes, genre en qualif, il est capable de sortir du tour de fou et mettre Stroll à une demi-seconde. En course, il a un rythme incroyable. Mais il fait que des conneries. Ça peut remonter en Australie, où finalement il est sous la pression d'Ocon et il perd la voiture, il se crache tout seul dans le mur. Le Grand Prix d'après, où il fait une connerie. Des Grands Prix où il a des contacts un peu moisis. Là, c'est pareil. Je veux dire, si tu regardes en course où il combat Alonso, la bataille est incroyable, parce que les deux sont vieux, ont de l'expérience. Mais là, aujourd'hui, Vettel, il combat des jeunes, et j'ai l'impression qu'il est à côté de la plaque. Parce qu'il s'attend à avoir un duel de gentlemen, ou alors, en fait, il comprend pas que certains pilotes galèrent plus à contrôler. Logiquement, tu le sais. Hein. Je veux dire, quand tu doubles Stroll, tu prends plus large. Quand tu doubles Verstappen, tu prends plus large. C'est comme ça. Et Vettel, j'ai l'impression qu'il fait sa course dans sa tête en mode, théoriquement, ça doit se passer comme ça. C'est-à-dire que je laisse assez de place à Albon, je le dépasse et tout, et il est censé être comme ça, freiné. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Donc il agit selon comment c'est censé se passer dans sa tête. Et c'est un peu une déception, parce que il n'arrive pas à mettre tout à bout. Je sais pas si je pourrais revenir au Grand Prix précédent, mais il y a toujours un petit truc où il passe à côté de la plaque, quoi. Et d'un seul coup, tu vois, il va avoir un 9 sur 10, et le coup d'après, il va avoir un 2 sur 10. Donc c'est, en termes d'irrégularité, assez impressionnant. Donc là, je vais pas être méchant, je vais pas le noter. Tsunoda, devant Latifi, je lui ai mis un 2,5. Ce qui nous fait 1,25. Super. Pareil, hein, il dit qu'il a pas de rythme. Je vous rappelle qu'en qualification, il partait... Hop, on va les laisser qualification. En qualification, il part 14. Il finit 17ème. Sur un format sprint, c'est pas terrible, quoi. Albon, même problème, hein, manque de rythme, et puis l'accrochage avec Vettel n'arrange pas les choses. Donc je lui ai mis un 1. Vous le savez, c'est pas bon du tout. Je veux dire, il a sorti quand même Vettel, et ça n'aide pas. Gasly, le pauvre Gasly. Après sa bêtise au Grand Prix de Silverstone, il enchaîne. Je veux dire, j'ai mis un 1. Je comprends pas pourquoi. En fait, vous savez que les prises en sandwich, je crois que Gasly en a 4 ou 5 déjà son actif en à peine 2-3 ans. C'est dingue, dès qu'il y a une prise en sandwich, Imola en 2020, c'est pour lui. Prise en sandwich à Silverstone, le week-end dernier, je veux dire. Le week-end dernier, Latifi il passe entre les deux, entre Zhou et Russell, mais il a la super vitesse. Jamais Gasly peut aller là. Tu sais très bien que Russell il va se rabattre, et en plus Gasly avait juste l'aileron. Tu sais très bien que Russell va se rabattre pour prendre son virage 2 par 2. En fait, c'est comme ça que tous les pilotes font. Ils se rabattent, voilà, une fois que Latifi il est passé, il prend la position, il ferme, ils prennent le virage 2 par 2, à l'intérieur, à l'extérieur. Tu sais que tu peux pas y aller au milieu. Et ce sandwich, il était stupide à Silverstone. Et maintenant, on enchaîne sur quoi? On enchaîne, c'est Gasly qui prend l'extérieur sur Hamilton. Sauf que Hamilton, il est genre... C'est même pas genre Hamilton, il a juste l'aileron arrière au niveau du pneu de Gasly, hein, et qui va le faucher. Non, Hamilton, il est carrément à moitié à côté, il est à la moitié de sa voiture. Donc je comprends pas comment tu peux fermer, tasser Hamilton, sachant qu'il y a quelqu'un qui dépasse Hamilton sur le vibreur du côté. Je crois que c'était Albon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il perd pas mal de place, du coup, à cause de ce mouvement-là. Mais voilà, je veux dire, il y a Albon qui dépasse à gauche, Hamilton peut pas serrer. Par contre, Gasly, il a genre la moitié de la piste à son côté droit. Je veux dire, il pouvait largement rester droit et puis tourner. Mais non, au freinage, il se rabat, il serre Hamilton en sandwich, et boum, pneu arrière sur pneu avant, touf, Gasly, il décolle. Par chance, il abandonne pas. Mais genre, cette erreur-là, c'est stupide. Hamilton peut aller nulle part. On n'est pas dans le même délire que Silverstone, parce que Silverstone, t'as 2 monoplaces qui sont devant, et c'est Gasly qui essaye de se faufiler. Là, on est dans le cas où c'est Hamilton qui est devant, et c'est 2 voitures qui viennent côte à côte et qui le serrent comme ça, tout simplement. Donc il peut pas disparaître. Il peut freiner, oui, c'est ce qu'il a fait, sauf que le problème réside dans la place. C'est la position, quoi. Et Gasly avait largement la place de rester à l'intérieur, et encore une fois, un sandwich, 2 sandwichs 2 semaines de suite, c'est quand même incroyable.
Sachant, vu tous les sandwichs qu'il fait de se filer dans les positions. Je pense qu'il y a quand même un pilotage de frustration, ça me rappelle un peu le pilotage de Fernando Alonso de début de saison. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? C'est genre hyper trop agressif, calm down, quoi, redescends sur terre, calme-toi, je veux dire, c'est pas grave si tu doubles pas Hamilton. En fait, tu sais très bien que même si tu doubles Hamilton, t'avais de grandes chances de pas être capable de le retenir derrière avec AlphaTauri. Ça rappelle exactement ce que j'ai raconté sur Magnussen. Pourquoi à Barcelone, Magnussen tente de faire l'extérieur sur Hamilton? Tu sais très bien qu'avec ta As, tu retiendras jamais une Mercedes derrière toi, il n'y a aucun sens. Combattez avec vos rivaux, prenez des points, soyez agressifs, offensivement et défensivement sur les écuries. Voilà. Tu me dis, tu fais ça sur Norris? Ouais, je comprends. Tu fais ça sur Bottas, je comprends aussi. Tu vois. Mais sur Hamilton, c'est comme faire, c'est comme essayer de défendre super dur sur Perez. Il n'y a aucun sens, quoi. Guan Yu Zhou, alors Guan Yu Zhou qui était, je rappelle, 18ème, qui finit du coup 14ème, qui capitalise un petit peu sur les 2 abandons, etc. Rien d'extraordinaire, il a juste fait sa course et autres. Il n'a pas réussi à prendre de position, à remonter un petit peu plus haut que prévu. Pour moi, c'est un 6 sur 10, donc un 3. Pour Stroll, bah, c'est un peu le même système, donc je lui ai mis, juste qu'il finit devant, je lui ai mis un 3,5. Parce que je rappelle que Lance Stroll était devant Zhou, donc ça n'a pas changé. Devant, il y avait encore Daniel Ricciardo, Lando Norris, donc tout le monde a capitalisé un petit peu sur les erreurs sans en commettre, donc c'est plutôt bien. Donc pour moi, Daniel Ricciardo a fait le taf, Lando Norris a fait le taf, ils ont fait le job. Donc c'est 4. 4. Voilà. Parce qu'on monte en hiérarchie, donc les notes sont un petit peu meilleures. À limite, je pourrais même... Ouais. On va dire... c'est un petit peu compliqué parce que Norris Ricciardo était beaucoup plus proche de l'accident. Donc c'est un petit peu plus compliqué de s'en débarrasser par rapport à Gasly. Hein, parce que ça se passe juste devant eux, hein, finalement, 2 positions devant. Donc c'est un petit peu plus chaud de réagir par rapport à quand t'es au fond. Donc ouais, on va leur laisser 4. Bottas, pour moi, il a fait le job aussi, 8 sur 10. C'est un petit peu la même chose. Il était 12ème, il finit 11ème, et vous allez me dire, bah du coup, lui, il a gagné moins de place que Ricciardo et Norris. Et je vais vous dire exactement, en temps normal, s'il avait fait son sprint classique, pour moi, il n'aurait pas fait le taf. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est que Bottas, il a des pénalités. Il a beaucoup de pénalités qui vont le faire partir en fond de grille lors de la course. Donc l'objectif de Bottas, c'était s'il pouvait prendre des points pour le sprint en finissant au minimum 8ème, ce qui était un peu irréalisable au vu des monoplaces plus rapides devant. Mais voilà, donc il a fait le job parce que son job consistait à ne pas prendre de dégâts, ne pas se cracher, ne pas se taper avec un autre pilote, ne pas perdre de temps, ramener le véhicule et si possible prendre des points, mais c'était un objectif vraiment difficile à réaliser sans abandon devant. Donc il a fait le taf, savoir ramener la voiture en un morceau. Si c'était en classique, je pense que je lui aurais mis... Je pense que je lui aurais mis un 7. Là, je lui mets un 8. Parce que, de toute façon, il partira en fond de grille. Donc, ça va pas changer grand-chose. Mick Schumacher et Kevin Magnussen. Alors, j'ai mis un 9 à Mick Schumacher. J'ai mis un 7... Non, j'ai mis un 8 à Kevin Magnussen. Alors, pourquoi Schumacher, il a plus? Il était bien plus agressif, normal. Avec le DRS, ça donne un petit peu le Jeddah Alonso versus Ocon. Quand t'as le DRS, t'as l'impression que t'es plus rapide que ton coéquipier. Ce qui n'était pas spécialement le cas. Il a essayé de passer, repasser, machin. Une petite erreur qui laisse passer Perez, mais néanmoins, il a retenu avec de très belles batailles et de très belles défenses sur Hamilton, une monoplace plus rapide. Donc je lui ai mis 4,5 parce que pour moi, Schumacher a fait le job, à savoir ramener la voiture au bercail. Il n'a pas marqué de points, je vous l'accorde. Mais il a dû faire beaucoup de défense qu'il n'aurait pas dû faire si Magnussen était devant lui. Je veux dire, Hamilton serait passé beaucoup plus facilement. Donc il les a fait, c'est bien joué. Si je mets Magnussen, je voulais lui mettre 7,5, je lui mets 8. Pourquoi? Parce qu'il prend quand même des points pour As, donc en soi, il fait le job. Mais là où il fait pas le job pour moi,
c'est que il n'a pas eu cette intelligence de course que peut avoir par exemple c'est Ocon qui fait ça régulièrement, à savoir maîtriser le pilote de derrière dans son DRS. Donc on peut le voir quand Ocon l'a fait à son podium de Sakir l'année dernière, quand Ocon l'a fait en Hongrie sur Vettel. Si Hamilton revenait, il n'aurait pas pu doubler Vettel parce que Ocon lui aurait donné le DRS. Il l'a fait en Canada encore cette année. Quand on a demandé à Ocon de garder Alonso dans son DRS, il l'a gardé pendant 14 tours, je crois, dans son DRS. Donc aucun problème. C'est quelque chose qu'il maîtrise très très bien. Et pour le coup, Magnussen, il a pris des points pour lui personnellement, mais pour moi, il n'a pas fait le taf pour l'écurie. Donc ça se balance. C'est-à-dire que personnellement, c'est un 8,5 parce qu'il garde sa position, il inscrit des points. En termes d'équipe, c'est un 7,5 parce qu'en fait, il aurait dû donner le DRS à Mick Schumacher, quoi. Même de lui-même, en fait, pour l'équipe. Or, il le fait pas. À un moment, il fait une Carlos Sainz en Hongrie. C'est-à-dire que Hamilton se bataille avec Alonso et Carlos Sainz fait « Oh, ok, c'est bon, pendant qu'il bataille, j'essaye de m'échapper. » Il creuse un trou de 3 secondes et après Hamilton le rattrape et le dépasse. Parce que c'est stupide. Si Sainz avait fait le même travail qu'a pu faire Ocon pour son premier podium, si Sainz avait gardé Alonso dans son DRS, il aurait eu cette 3e position, voire même la 2e position une fois que Vettel avait été disqualifié. Or, il s'est foiré, quoi. Donc, tenez les écuries dans le DRS. Imagine, Alonso avec DRS, jamais Hamilton y passait. Déjà, quand tu vois que la bataille qu'il y a eu entre Hamilton et Alonso, alors qu'il n'avait pas le DRS, franchement, c'est Sainz qui chie dans la colle. Après coup, il dit oui, j'ai voulu faire un truc. Non, il a fait une erreur, c'est tout. Il prenait Alonso dans son DRS, les deux gardaient leur position. Et là, Magnussen fait la même erreur. Je suis désolé pour l'équipe. De lui-même, il sait très bien qu'il aurait dû garder Mick Schumacher dans son DRS plutôt que d'essayer de s'échapper dès qu'il y a eu une opportunité. Et ça, pour l'équipe, c'est pas terrible. Donc voilà, on va dire qu'il fait le taf. Pour lui, il fait pas le taf pour l'équipe. Hamilton, je lui ai mis un 7. Pour moi, il fait pas le taf, donc je peux pas lui mettre un 8. Le but, c'était de faire une Pérez. Hein. C'était doubler les deux As, doubler Ocon, prendre cette position derrière Russell ou derrière Pérez, d'ailleurs, puisque Pérez était passé rapidement. Donc voilà, Ocon, du coup, Ocon, c'est un peu le... je lui mets un 8,5. Ouais, donc je cause 3,5, tac, et 8,5, ça nous fait un 4,25. 4,25, alors un peu moins que Schumacher parce qu'il n'a pas eu autant de batailles à faire. Néanmoins plus que Magnussen, parce que si on prend comme ça, il a fait la pole position du milieu de tableau, et là, il vient de faire la victoire du sprint du milieu de tableau, en étant le meilleur des autres. Également en sprint. Donc franchement, voilà, c'est juste qu'il n'a pas bataillé, mais c'est très bien. Pérez, je lui ai mis un 10 pour son sprint. Incroyable. Il part 13ème, sur le départ, il profite du problème, il prend plusieurs positions. Il arrive sur Hamilton, Schumacher, Magnussen, boum, il double tout le monde en un virage. Zéro perte de temps, Ocon il le bouffe, il n'y a pas de problème, et il remonte sans aucun souci au niveau de ce sprint, voilà, pour prendre la 5ème position, parce qu'après il y avait un peu trop de retard finalement avec le temps perdu, mais voilà, 10, je veux dire, il ne peut pas obtenir mieux que ça, passer de 13 à 5, voilà, Hamilton ne l'a pas fait, lui il l'a fait, impeccable, aucun accident, rien du tout à reprocher. Russell, je l'ai mis à un 8,5. Il fait une très bonne course, il n'y a rien à dire. Donc il part, il garde sa position, il part 4ème, il finit 4ème. 8,5. Hein, c'est la même course qu'Ocon finalement. Ocon 8,5 parce que il a fait la même chose. Sainz, il a essayé de batailler face à son coéquipier. Je lui mets donc un 8. Vous allez me dire pourquoi 8, pas 8,5, parce qu'au final il part 3ème, il finit 3ème. C'est parce que Russell est devant son coéquipier et qu'Ocon est forcément devant son coéquipier parce qu'ils sont le meilleur de leur écurie. Donc on peut pas noter non plus... je peux pas mettre la même note à Sainz. Si t'es derrière ton coéquipier, c'est que t'as fait un moins bon job. Il l'aurait dépassé, il serait tout de suite à 9,5, tu vois, 9, 9,5. Donc je lui mets un 8. À l'inverse, du coup, Leclerc qui a tenté aussi sur Verstappen, je lui mets un 8,5, comme pour Ocon, comme pour Russell, et Verstappen, la même chose. Il part premier, il garde sa position, 8,5. Donc, faut que je remette ça sur 5 maintenant. 4, 5, pardon, 4, 4,25 et 4,25. Voilà, du coup, pour les notations, il faut que je remette aussi celle-là, 4,25, 4,5,
Tac. Et 4,75. Ce qui nous donne au classement des premières prestations concernant la qualification et le sprint, pour les notes sur 10, bien évidemment. On a Verstappen, qui a fait un travail incroyable. Pole position, victoire en sprint. On a Ocon qui a fait le même job. Pole position pour les écuries de milieu de tableau et victoire en sprint. Voilà, les deux ont conduit ils ont fait le même truc avec leur monoplace si on les prend hors de l'équation. Leclerc, 8,75. Il finit deuxième. Donc ça reste très bon, c'est juste derrière Verstappen. Schumacher, excellent aussi. Au cumul des deux, le sprint étant meilleur, voilà, les deux sont très très proches. Schumacher et Magnussen, aucun problème. Sainz, excellent aussi, très bonne prestation, très solide. Bottas, il peut mieux faire, on va dire ça comme ça, avec sa monoplace, mais ça reste très solide. Perez, dommage pour les qualifs, parce que son sprint était vraiment génial. Et derrière, on a une flopée de pilotes assez moyens, à savoir Ricciardo, Stroll, Russell qui se crache, Guan Yu Zhou c'est moyen, Gasly, Albon, Hamilton qui se crache en qualif, voilà, donc c'est pas des super bonnes prestations. Faites pas attention à Lando Norris, Alonso et Vettel, parce que finalement ils ont que la moitié de leurs notes, c'est pour ça. Donc là ça serait plus un 6, là Alonso devrait être avec Perez Bottas. Idem pour Vettel qui n'a pas toutes ses notes, et Norris pareil qui devrait être en haut du panier. Ça sera dans la moyenne dès qu'on aura fait la note de course. Pour les notes de course, ça risque d'y avoir des bonnes notes quand même, parce qu'on a eu de très belles prestations de certains pilotes. Je pense même qu'il y aura un petit 10, ou même peut-être plusieurs petits 10, je sais pas, on va voir ça. Donc on se retrouve sûrement demain pour la notation des pilotes concernant la course d'Autriche, et elle sera directement sur 10, comme ça il n'y aura pas de problème. Mais bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes en désaccord sur certaines choses avec des arguments, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Si j'ai mal noté votre pilote préféré, mais que vous n'avez pas de raison pour me contredire. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.